Je continue un petit peu. Vous avez des questions ou oui. Je voudrais bien qu'on complète le kairos. On a parlé de l'aios, Oui. pas du kairos. Alors, très bien. Le kairos. Alors, on vient de parler de christianisme. Et si on écrit le chronos sur un axe horizontal, on va avoir l'aion sur un axe vertical, n'est-ce pas? Donc c'est évidemment une croix qui apparaît, et dans certaines traditions, euh, Pardon, j'en prie, dans certaines traditions chrétiennes notamment, on met ici, on trouve souvent un petit médaillon, quelque chose, une représentation, bon. Ça c'est la place du kairos. Alors, on a beaucoup entendu récemment, dans les derniers temps, que le kairos était le temps de l'opportunité. C'est vrai, c'est certainement vrai, mais c'est le temps de l'opportunité en tant qu'elle nous a déjà pris. Ce n'est pas nous qui saisissons l'opportunité. Si nous, en tout cas dans la perspective analytique, si nous pensons saisir une opportunité, si une opportunité se présente, c'est bien le signe qu'elle nous a déjà pris. Donc c'est pas tout à fait ça le kairos. Le kairos, c'est plutôt là où je disais tout à l'heure que l'aion était un temps vertical, qui est aussi le temps de l'inconscient, c'est-à-dire d'une façon dont les signifiants se rencontrent parce que le corps en jouit. Voilà. Donc ça, c'est le temps de l'aion. Le chronos, je ne reviens pas dessus. Et le kairos, c'est donc, on pourrait dire, pour nous dans la psychanalyse, le temps des formations de l'inconscient. C'est-à-dire ces temps où l'aion va faire, c'est le temps de l'effraction du réel. L'aion va crever le déroulé horizontal du chronos. Donc c'est d'une certaine manière une façon de tendre l'événement. Mais c'est un événement en tant qu'il a déjà eu lieu, qu'on ne peut voir que dans le rétroviseur. Puisqu'évidemment, le temps continue de passer. Il y a une façon de parler de ces dimensions du temps. Si vous faites un petit peu l'expérience musicale, soit comme danseur, auditeur ou musicien ou chanteur, vous faites cette expérience à chaque fois. Elle est très sensible dans la danse. Nous sommes, par la scansion musicale, appelés, gouvernés par quelque chose qui n'est pas encore advenu, qui est le temps d'après, le temps musical d'après, dans un principe de pulsation. Nous sommes donc gouvernés par quelque chose qui n'est pas encore advenu, qui est en train de nous faire agir, alors qu'il n'est pas encore là. Au moment où il sera advenu, je ne serai évidemment plus où j'étais. C'est pas Comment? C'est ce qu'on appelle l'intellichi. Ah, je ne sais pas ce que c'est, un téléchi. C'est-à-dire le devenir, par exemple, le gland, c'est l'intellichi du chêne. C'est-à-dire que, bon, il n'a plus rien à voir avec le gland original, mais c'est malgré tout, il est contenu là-dedans. Oui, d'accord, j'ai compris. Simplement, ce que j'essaye de décrire là, c'est que c'est quelque chose qui engage notre jouissance. Et c'est en ça que le kairos a quelque chose à voir avec le réel. C'est-à-dire que nous sommes, sur le plan de la jouissance, gouvernés par un réseau de relations que nous ne pouvons pas percevoir, bien qu'ils régissent la totalité de ce qui nous engage dans l'expérience humaine. C'est la rencontre un peu des deux temps, le temps chronologique c'est ça. qui est signifié, quoi, du côté du signifié et du sens qu'on essaie d'y mettre, avec quelque chose de plus... C'est ça, c'est ça, c'est cette rencontre de la croix, rencontre du chronos et de l'aion, et qui fait toujours réfraction, qui est toujours de l'ordre de l'événement ou de l'acte
l'acte, c'est toujours quelque chose aussi qu'on connaît après coup, hein, à ses conséquences. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le reconnaît. À propos du tombeau vide, si d'un point de vue de l'histoire, des hommes, de l'histoire racontée des événements, on peut parler de l'origine du christianisme, est-ce que vous diriez, parce que j'aime beaucoup apprécier la distinction entre l'origine et les origines, je trouve ça très éclairant, que le tombeau vide agit comme les origines du christianisme? Le tombeau vide, c'est peut-être une façon pour le Nouveau Testament oui, de redire quelque chose qui nous fait horreur, qui est le caractère sans raison de notre être là, pour employer un terme d'Heidegger. Et c'est quelque chose avec lequel nous avons beaucoup de mal, parce que nous voulons donner du sens à notre présence ici-bas, alors qu'elle, en son fondement, elle n'en a pas. Voilà. Et le tombeau vide est quelque chose de cet ordre-là. C'est un nouveau commencement, ou c'est une nouvelle façon d'écrire notre commencement, en rappelant qu'il trouve son origine dans un moment qui n'a pas de sens. Voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est chez Marc que cette découverte du tombeau vide, et l'épisode se termine là-dessus, est suivi du silence de 3 femmes. Ce qui pour nous... vous vous souvenez probablement, vous faites probablement l'expérience que les femmes sont beaucoup plus du côté du sujet et du côté justement de la parole dans ce qu'elle convoque la coupure. La parole, je pense à l'expression parole pleine. Une parole pleine, c'est une parole qui fait entendre qu'elle repose sur un vide. Hein? C'est là que va se dire quelque chose, ou que pourra se dire quelque chose. Absolument. Est-ce que la coupure, est-ce que c'est la faille dont on parle là quand même? Ça dépend de quelle faille vous parlez. J'ai pas d'exemple en tête. J'ai pas un exemple particulier en tête, mais ce qu'il développe au niveau de la faille, de la nécessité de la faille, en même temps, je vois sur le falloir. Quand il dit oui, la jouissance qu'il faut, c'est celle qu'il ne faut pas, quelque chose comme ça. Oui. À moins qu'il ne faille. Oui, c'est ça, falloir, faillir. Oui, falloir, faillir, et après il joue avec le faux. Oui, avec le faux, absolument. Oui. Oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais vous voyez bien que c'est là l'habileté de son procédé, avec l'histoire du faux, falloir, faillir. C'est que nous-mêmes, quand on en parle, on essaye de faire consister quelque chose qui ne consiste pas. Oui, même pas le sus, même pas bien tombé. Voilà, par exemple, l'espe d'un laps. Oui, une autre formulation qui essaye d'attraper en son instant comme ça quelque chose qui n'a pas de consistance, mais qui pourtant est au fondement de notre expérience. Bien. Hors sens, non-sens. Excusez-moi, mais sur la coupure, Oui. il me semble qu'on la voit dans Triste Tropique de Lévi-Strauss. Il y a des illustrations des tatouages ethniques des Indiens d'Amazonie. Et les Indiens ont des tatouages asymétriques. Ils ne tatouent qu'une partie du corps. Et souvent, il y a une ligne de partage et une partie est vide. Et je me demande, même si ce n'est pas dit dans Triste Tropique, les primitifs ont probablement une intuition de cette coupure. Alors,
vous dites la même chose. Vous dites la même chose, non mais vous dites la même chose, puisque hors sens, non-sens, le non-sens, c'est une qualité du sens. Le non-sens suppose le sens. Le hors-sens échappe échappe à la relation signifiante. C'est quelque chose. Lacan écrit absence pour signifier le hors-sens. C'est un lieu dont le sens s'est absenté au point de ne même pas pouvoir être nié. Il dit l'inconscient jouit du hors-sens. Oui, puisque c'est ce qui va déterminer l'arbitraire de ces agencements et des enjeux de jouissance imprévisibles pour le sujet. Effectivement. Quant à cette histoire de partition du corps, de savoir si les primitifs avaient déjà pressenti cette chose ou pas, en fait, elle est là, elle est toujours déjà là. Quelle que soit la modalité d'expression qu'un temps va lui choisir, n'est-ce pas? Et le symbole, en plus, au départ, le mot symbole, c'est un vase, enfin, c'est un terme. Alors, C'est peut-être pas la même chose. non, vous entendre dire ça me fait penser à un autre moment de Lacan où il dit « le symbole est là ». Ne cherchez pas, je veux dire, ne cherchez pas d'histoire. Imaginons que nous arrivions, il est là. Voilà, il faut faire avec. D'où vient le mot symbole? Et alors, en fait, il me semble que vous réunissez deux choses différentes. Oui, il y a le symbolum qui est un morceau de céramique qu'on casse. Oui, mais la question du vase, elle va nous emmener ailleurs. Effectivement, une céramique, alors peut-être un vase, dont chacun part, et on va pouvoir se reconnaître en ramenant les... Maintenant, on fait ça avec des billets de 200 €, vous voyez. Mais ce qu'on ne dit pas du symbole, c'est que chacun part avec lui avec un morceau dans la poche, et qu'au moment où on va essayer de les rapprocher, ça ne jointe pas. Ce qui est une façon de dire qu'il y a des enjeux de jouissance qui font que quand je suis en train de parler, vous n'entendez pas le mot que je suis en train de dire, vous en entendez un autre. Mais pour la question, oui, mais c'est notre chance, parce que nous sommes à ce point malentendants, c'est ça le péché originel en fait. C'est ça le péché originel, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà là. On arrive, c'est déjà mal foutu. On est déjà en train de mal s'entendre et de mal dire, donc de maudire. Mais l'histoire du vase est intéressante parce que vous vous souvenez peut-être que Lacan repart du vase d'Heidegger. Pour Heidegger se sert du vase pour dire qu'on ne crée pas à partir de rien. Adam, qui signifie terre, le vase, et qui va s'élever, et qui va créer une relation entre le céleste et le terrestre. Lacan laisse ça de côté. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le vase du potier. Le vase du potier qui va prendre forme autour de quoi? D'un vide. Mais autour d'un vide qu'il fait exister. C'est la fonction. C'est le potier qui fait le vase et le vase qui fait le potier. Qui fait la fonction. Ah, par ailleurs, en plus, bien sûr, oui. Mais là, sur l'objet vase, vous voyez, Lacan se sert de ça pour dire que nous arrivons, le symbole est là, toujours déjà là, néanmoins, nous fabriquons le signifiant. Je peux me permettre une question. Merci pour votre présentation. Globalement, si je comprends bien un peu tout ce que vous venez de me dire, j'ai rien compris, c'est déjà pas mal. Il y a un truc assez indicible, comme disait Wittgenstein, de ce dont on peut parler, il faut se taire. Si on doit se taire, ok, on se comprend pas, c'est bien. Moi j'ai quand même une question. Il y a un hors-sens au fait que vous ne voulez pas devenir philosophe, mais je comprends pas aussi. Néanmoins, ma question, c'est si la psychanalyse a une réponse sur le sujet qui n'a pas de substrat, pas de substance, donc sur laquelle on ne peut rien faire opposer, visiblement, et que la raison sur le systémisme, et donc, sans faire l'érudit ou l'abscon, ma question est comment résoudre cette scission entre l'idéalisme et le matérialisme, parce que Sema, Soma, le jeu de langage, comme Wittgenstein avec Platon, de la prison du corps et de l'âme,
Si vous avez une réponse sur comment résoudre cet indissoluble entre le corps et l'âme, je serais ravi de l'entendre. Merci. Alors, la psychanalyse, elle n'a pas pour vocation de résoudre quoi que ce soit. Hein? Belle réponse. Elle n'a pas, ça n'est pas du tout, ça n'est pas du tout son endroit. Le corps et l'âme, le sujet, il est à l'endroit de l'âme. Hein. Mais la psychanalyse ne s'occupe pas de la possible division. Enfin, c'est pas qu'elle ne s'en occupe pas, c'est qu'il n'y a pas de scission, comme vous dites, entre le psychique et le somatique. Parce que c'est la même chose, puisque nous sommes ravinés par le signifiant. Puisque quand Freud comprend, pour reprendre un des termes du jour, que Freud comprend à un moment que le symptôme des hystériques auxquels il a affaire ne prend pas des chemins biologiques ni anatomiques, enfin, ou alors anatomiques, comme Lacan le dira plus tard, mais des chemins sémantiques. Non, la scission ne passe pas entre le somatique et le psychique, elle passe entre le psychique et le logique. Quelle logique ? La logique du signifiant, qui est la logique à l'œuvre dans le rêve, par exemple, et qui est une logique qui échappe au sens, qui nous fait totalement horreur. En effet, ça m'échappe. Pourtant, vous rêvez. Pas tout le temps. Vous faites des actes manqués ou des Je m'en lapsus. cache, voilà. 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 Pour le coup, il n'y a pas de coupure entre le corps et l'âme. En fait, il n'y a pas de sujet sans jouissance du corps. Mais le sujet est n'est pas décorrélé là où il y a de la jouissance, il n'y a pas de sujet. Néanmoins, il n'y a pas de sujet s'il n'y a pas eu de jouissance. Il n'y a pas de sujet sans corps. Et le corps, qu'on le veuille ou non, ça jouit. Ça a des orifices. Et c'est ça le problème, c'est que ça perçoit tout le temps, mais c'est plongé dans un bain de discontinuité. Voilà. Et on peut dire que pour compenser, eh bien, nous dressons des passerelles de sens au-dessus des gouffres de discontinuité d'où la jouissance, absolument, qui est une façon de jouissance phallique. Il y a deux jouissances auxquelles nous avons accès en tant qu'être parlant. La jouissance phallique qui est directement celle de la jouissance de la phonation. Et puis la jouissance, comme vous venez de le dire et de bien le faire entendre, qui oriente effectivement du côté du sens, et qui est une jouissance que Lacan appelait la jouissance du blabla, qui n'est pas sans utilité, hein, mais qui est justement ce que dans l'expérience psychanalytique, nous tentons de réduire, voire même de nettoyer. Je posais une question sur un éclaircissement. Vous avez parlé de politique publique qui était concrètement. Oui. Vous pouvez développer votre propos. Alors développer, je ne sais pas, mais on dirait un mot peut-être. Pardon ? Le vivre Voilà. ensemble. Oui, le vivre ensemble. Non, voilà, c'est intéressant, vous avez juste évoqué. C'est quelque chose qu'on peut prendre du côté de l'aliénation et de l'émancipation. Ce qui semble être promis par un certain nombre de politiques, c'est l'émancipation de chacun. Ça veut dire l'émancipation, ça veut dire la libération. Hein. Quelque chose qui a à voir avec la liberté. C'est une forme de désaliénation au nom de sa particularité. Sa particularité, c'est pourtant quelque chose qu'on est infoutu de dire, puisqu'il y a un enjeu de jouissance sur lequel on ne va pas réussir à poser du signifiant. C'est un paradoxe, hein. Le signifiant est une cause de la jouissance, que vous pouvez entendre de bien des façons, mais un signifiant ne va pas pouvoir se dire lui-même.
C'est un paradoxe avec lequel nous devons vivre. Nous ne pouvons pas dire les sens par lesquels nous percevons ce que nous disons. Pas faire avec ça. Donc, sur le plan de l'émancipation, oui, il nous est proposé des ersatz qui tendent à nous faire croire qu'une désaliénation est à l'horizon. Mais l'expérience analytique montre que nous sommes assujettis aux signifiants et que c'est une bonne nouvelle. On passe, pour reprendre, oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est notre possibilité humaine est là. Hein, parce qu'en étant assujettis aux signifiants, nous sommes aussi assujettis à la coupure, qui, étant un impossible, est le lieu depuis lequel partent les possibles, à condition de le reconnaître. Voilà. Donc la question du vivre ensemble se pose là aussi, parce que une fois qu'on pose des enjeux de jouissance imprévisibles, qui dépendent de chaque par-l'être, c'est-à-dire un sujet qui a une histoire et une jouissance, qui est à lui, enfin c'est une jouissance qui le... Ça n'est pas une jouissance qui le décide, justement. Eh bien, la question du vivre ensemble ne se pose pas, puisque nous sommes, comme le disait Lacan, des épars désassortis, qui se reconnaissent uniquement parce qu'ils reconnaissent en l'autre, qui est radicalement autre, de l'autre côté de la parole, une homologie de structure, c'est-à-dire un sujet qui est sujet du signifiant, donc produit par la coupure, qui est donc aussi sujet du désir. Enfin, tout ça, c'est une façon de dire la même chose. Vous pouvez... Oui ? Non, allez-y, terminez. Non, mais donc, sur cette question d'émancipation et Vous pouvez lier avec l'adhérence, l'adhésion... Oui, ben vous le faites très bien. Cette question de l'émancipation, de la désaliénation, est un leurre. Est un leurre. Puisque l'enjeu de reconnaissance pour nous, puisque la parole, en fait, la parole, ça sert à se reconnaître. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la question de la parole pleine. Quelqu'un qui parle depuis un lieu de vérité, c'est-à-dire depuis un lieu qui est adossé au tombeau vide, c'est-à-dire un lieu de hors-sens, se donne la possibilité de dire quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose s'entende. Et qu'est-ce qui va s'entendre ? Qui est un sujet. Un sujet de l'énonciation, en l'occurrence, c'est-à-dire une instance supposée, qui est l'âme, quelque chose comme ça. Oui, j'ai bien senti votre association. Voilà. Mais qui est une supposition. Hein, qui n'est pas quelque chose qu'on va prendre dans la main. C'est le moi qu'on prend dans la main. Oui. J'ai une question, pour un avis, sur les conditions pures de la sensibilité, là. Kant, la base. La faculté de concept qui part du sensible. Vous avez parlé du temps. Très bien. Esthétique transcendantale, on est bien dans le temps. On est sensible avant de penser, d'accord. Si je suis votre présentation, finalement, c'est pas du tout la compréhension conceptuelle qui vient du meurtre, mais in fine le meurtre qui permet toute compréhension conceptuelle. Comment rajouter du coup Kojève, Lacan, vous-même, dans le kantisme finalement, jusqu'à cette idée, je ne suis pas du tout clair, mais bon, c'est pas grave, je vais tenter. Comment cette condition pure finalement de toute compréhension de rien du tout pourrait être ajoutée dans une forme de ok, on est des êtres limités, donc on ne peut pas comprendre ceci, cela, donc comment finalement on revient à ça? Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair du tout, mais je vais quand même dire quelque chose. C'est parfait. Non, si, il y a quand même quelque chose de clair là-dedans, c'est que je pense que vous oubliez quelque chose, c'est que il n'y a pas de pureté. Bien sûr. Il n'y a pas de pureté parce qu'il y a déjà la jouissance. Il y a déjà la jouissance, donc il y a déjà quelque chose que je ne vais pas pouvoir dire. Et qui a commencé par ma parole elle-même. Vous voyez, c'est ce avec la philosophie. Et absolument, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'objectita en tant qu'il est vraiment, en tant qu'il est ce dont les philosophes ne sont pas munis. Oui, c'est un privatif.
Non, ça n'est pas seulement le A privatif, le A privatif, j'arrive pas à le dire. Primatif, c'est A primatif. C'est plutôt un A primatif, effectivement. Quand je disais que c'était la plus petite unité signifiante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est... Lacan parle de littoral à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'elle est à la fois du côté du sens et en même temps irrémédiablement du côté de la jouissance. Vous voyez, cette histoire de littoral qui essaye de conjoindre deux textures, c'est le cas de le dire, hétérogènes. On ne sait pas trop, quand on est au bord de la mer, on ne sait pas trop si on est sur le sable ou déjà dans la mer. Voilà. La lettre vient se poser à cet endroit. C'est pour ça que Lacan parle de l'objet petit a en rappelant sans cesse que c'est une lettre, en jouant sur, bien sûr, l'équivoque avec l'être, évidemment, mais aussi en rappelant qu'avec le Bereshit, donc Bereshit bara Elohim, le début de Genèse, la Bible, dit-il, commence par le Bereshit parce qu'elle m'a laissé l'Aleph. Et si vous penchez sur ce qu'est l'Aleph, c'est une lettre sans vocalité, c'est-à-dire, pour nous, parlant, sans matérialité. Pure logique. Pure logique. Mais pure logique après coup. Pure logique après que nous avons fait l'épreuve de quelque chose. Autrement dit, après la jouissance. Il n'y a pas de commencement, il n'y a que des recommencements. Si vous voulez. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de commencement, mais en fait, il faut distinguer aussi commencement et origine. Vous avez parlé ouais. de l'origine au début Ouais. de votre exposé. Ouais. Ouais, absolument. Absolument. Excusez-moi, dans la philosophie de Deleuze, qui me semble d'ailleurs assez proche de certaines choses que vous avez... Oui, jusqu'à logique du sens, je pense. Ouais, parce que moi, j'ai pas vraiment parlé. Moi non plus. On a l'œil est un trou, là, il y a un chapitre dans l'Anti-Oedipe, le visagéité, les visages où il y a des successions là, de sphères, de trous. En fait. Voilà, je me dis que peut-être ça ressemble à ce que, ce que vous dites sur le trou. D'autre part, quand il parle des machines désirantes, ça ne fonctionne que parce que c'est détraqué. Et ça me semble, ça ressemble à la coupure, ça. Oui. Ce détraquement, cette coupure qui produit en fait la fertilité de ce qui va être dans la suite. Oui, certainement. Là, je vois une réconciliation entre la philosophie et la psychanalyse. Alors, peut-être pas sur ce moment-là, mais... Non, alors, il faut voir une chose, c'est que nous sommes en train de parler de psychanalyse, Ouais. ce qui pourrait, à l'extrémité de ce geste, faire de nous des philosophes de la psychanalyse, ce que nous ne voulons pas être, pas moi en tout cas. Donc, commencer à parler de la psychanalyse va inévitablement nous mettre sur des champs communs avec une certaine philosophie. C'est inévitable, il s'agit de parler de quelque chose. Par contre, même si les philosophes font eux-mêmes l'épreuve du concept, il y a des enjeux de jouissance que la psychanalyse révèle en tant qu'elle est un dispositif à deux, c'est-à-dire un prototype de lien social dont il s'agit de faire l'épreuve. En faire l'épreuve, ça veut dire qu'il y a des enjeux de jouissance dont nous allons tirer les conséquences, ce qui va constituer une forme de somme théorique. C'est pour ça que j'ai dit ça se ressemble Oui, de façon très évasive. Non, mais moi je dîne volontiers avec les philosophes. D'ailleurs, je pose une question, je laisse aux professionnels le soin d'y répondre. Mais moi j'ai été engagé, je me suis engagé et finalement le dispositif m'a engagé ensuite dans l'expérience analytique et pas dans la pratique de la philosophie, dont je peux reconnaître qu'elle est une pratique aussi. Quand elle est pratiquée par des philosophes bien intentionnés. Intentionnés, ça n'est pas tellement mon problème, mais des philosophes qui en sont en fait. C'est un peu comme les artistes, il n'y en a pas beaucoup. Dernière petite question, vous avez associé
au départ de votre présentation, feu égale danger. Mais feu, c'est aussi la technique, si on nous prend. Donc, est-ce que la technique est en danger? Alors, je disais ça pour le règne animal, dont il me semble vous ne ressortez pas. Ah bah si, parce que j'ai une âme animale, végétative et aussi intellective. Non, je disais ça pour distinguer ce qu'il en est du signifiant pour nous les humains, c'est-à-dire qu'il est décorrélé, non seulement décorrélé du signifié, mais en plus, avec Freud et Lacan, c'est lui le boss. De ce qu'il en est dans le règne animal, ou au contraire, l'association signifiant-signifié est définitive, ne prête à aucune équivoque, ne prête pas au sens, mais à une qualité radicale de la signification qui est le signe, au point de devenir un signal. Voilà. Ce qu'on demande à un signal, c'est d'être univoque. Hein. Bien sûr. Donc c'est tout. Merci. Merci. Quelle question? Je pensais, Plus d'effets. à juste une chose pour arrêter de mettre une approche de sens sur l'inexplicable. J'ai pensé à ce développement de Lévinas qui développait sur autrement qu'être, plutôt que ça n'a pas de relation avec être autrement, bien sûr, c'est autrement qu'être. Et là, ça ouvre une autre dimension que ce que vous avez voulu développer à la recherche d'un sens qui se dérobe en permanence de fait. Alors, je ne connais pas Lévinas sous cet angle-là. Ce qui part à la recherche du sens, c'est une forme d'hypertrophie imaginaire qu'on pourrait volontiers, qui pourrait être une bonne description du moi. C'est le moi qui veut vivre ensemble. Hein? Le sujet, lui, comme dit Lacan à un moment, le sujet est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de reconnaître un autre sujet en sachant qu'il ne va pas se confondre avec lui. Ici, dans le discours du maître, S barré sur S1, c'est aussi le mathème de l'identification. L'identification, c'est une façon d'unification, hein, qui est, on pourrait dire, quelque chose d'une recherche de sens première, qu'on va aller chercher dans l'autre, c'est-à-dire dans le lieu des signifiants. Un petit A, par exemple. Non, c'est quelque chose. Non, parce que le petit A, c'est une. Oui, petit A en tant qu'effet de sens, en tant que jouissance, Oui. par exemple, ce qui va permettre au maître de se prendre pour le maître, hein, de se confondre avec le signifiant qui le représente. Du coup, j'ai oublié ce que vous disiez. J'ai oublié aussi. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Je peux aller de l'avant, mais pour revenir en arrière, c'est Voilà. très difficile. Vous voyez, comme quoi revenir sur ce qu'on a dit, c'est pas possible. Parce que c'est Parce que c'est dit. être infecté par la parole, dans l'affect, le spinotisme. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, Affecté par la parole. oui. Alors c'est pas, oui, affecté par la parole. Il y a des enjeux d'affect. Ce que je voulais dire par là, c'est que nous sommes altérés par la parole. Voilà. Ce qui d'ailleurs propose une équivoque intéressante avec l'altérité, puisque le signifiant, nous l'incorporons, il laisse en nous une trace, il ravine quelque chose, il nous altère, c'est-à-dire nous aussi nous l'altérons. Hein, mais il nous rend autres. Hein, il nous rend autres et d'ailleurs nous le recevons de l'autre. Donc la parole nous est étrangère. La parole est un parasite. Hein. Je pense que vous avez entendu ici Christian Dubuis-Santini qui a
une façon de le dire que je viens d'oublier moi aussi. Tiens. Ça c'est Lacan qui dit ça. C'est Lacan. Ouais, oui, non, qu'est-ce que vous disiez? Pardon? Qu'est-ce que vous disiez là? Ah, je ne sais plus. Non, la fiction, le rapport de la fiction, du hypnosisme et du retour sur l'objet. Là. Oui, bon, je ne sais pas si je vais retrouver... Mais, toi, alors, votre dernier rebond, dans votre présentation, vous êtes aussi musicien, partitionniste, etc. C'est aussi une forme de langage. Monsieur parlait tout à l'heure de réconciliation. Dans le dernier stade de Hegel, c'est quand même la réconciliation. Absolument. Dans la psychanalyse aussi. Et Oui. ce que je trouve quand même, dans la psychanalyse, j'irai dans pas ma deuxième phase. Mais toutefois, comment c'est possible que dans une philharmonie, toutes ces notes, une forme de langage, c'est une forme d'harmonie, pourquoi le langage humain? Et là, c'est la tour de Babel quand même. C'est Dieu qui intervient pour créer la nouvelle langue et compagnie. Qu'est-ce qui se passe, vous voulez dire, avec le langage musical? Non, mais finalement, il y a une réconciliation possible dans d'autres formes de langage. Non, en fait, c'est un leurre de réconciliation, parce que la réconciliation dont il s'agit avec la psychanalyse, c'est une réconciliation avec l'aliénation, avec notre assujettissement au langage. Assujetti, on dit ok, Voilà. je suis assujetti, Voilà. je suis réconcilié. Non, parce que vous ne pouvez pas dire je suis assujetti. Vous voyez, on parlait de christianisme tout à l'heure. Il y a 2 épisodes dans le Nouveau Testament. À un moment, le Christ dit « Je suis la vérité ». Et dans l'épisode pascal, il est présenté devant Pilate, et Pilate lui demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il ne peut pas lui répondre. Parce que, après avoir dit « Je suis la vérité », et en fait, il est probable qu'une bonne traduction est « Je est la vérité ». La parole de Dieu, Jean. Comment ? La parole de Dieu, Jean. Attendez, mélangez pas tout. Après avoir dit je est la vérité, s'il répond à la question de Pilate, en répondant, la vérité se désintègre. Vous voyez, c'est une forme de réponse à votre question. Donc, sur le plan du langage musical, il y a quelque chose qui est un leurre, puisque le langage musical nous permet de croire à un réservoir de sens derrière la parole, à un réservoir de sens derrière la coupure, quelque chose qui excéderait les limites que nous pose la parole. C'est ce qui fait la force de la musique. Oui. Une réalisation Voilà. compensatoire. C'est ça, c'est ce qui fait qu'elle est sublimation et qu'elle donne une rétribution complète. Mais donc là, en général, en fait, pas que dans la musique finalement. Non, parce que si on prend des œuvres qui ont vraiment fait avancer le geste artistique comme Carré noir sur fond blanc, par exemple, c'est une œuvre c'est une œuvre tombeau vide. C'est une œuvre qui montre que l'art, c'est ce qui apparaît à cet endroit. D'ailleurs, Malevich, quand il fait son carré, là, il le pose, la première fois qu'il est exposé, il est à la place de l'icône, c'est-à-dire dans le coin supérieur en face de la porte d'entrée, au lieu suprême sacré de la représentation. Voilà. Et qu'est-ce qui met à cet endroit-là? La figuration d'une place. Ce qui apparaît à cette place est sacré. Donc il y a une mise en abîme en fait. Il met son objet, enfin voilà, à la place de l'icône, et l'objet lui-même représente une place. Je voudrais faire part d'un étonnement sur la question de la vérité. En fait, le 21 novembre 1962, Lacan, il parle de l'angoisse et il a il y a une émission audio où il parle de l'angoisse et comment il voit l'angoisse. Et à un moment donné, il dit que la vérité, c'est Hegel qui l'a définie et que Hegel a su dire ce que c'était la vérité. Et tout de suite après, il dit non, c'est Kierkegaard qui sait ce que la vérité. Et alors, elle est surprenante cette phrase parce qu'il dit c'est Hegel qui parle de la vérité et qui a su le dire. Et moi je dis le mot définir, c'est pas le mot qu'il emploie. Et tout de suite après, dans la même phrase, il dit mais en fait, c'est Kierkegaard
alors on connaît la vieille histoire Kierkegaard et Hegel qui s'entendaient moyennement, mais en tout cas, il dit que c'est Kierkegaard qui a la bonne notion de vérité. Il met ça dans l'angoisse, hein, Ouais. c'est linéaire 10 de l'angoisse. Et Alors, là, c'est très étonnant. Ça me dit vaguement quelque chose, mais j'ai pas du tout les C'est- moyens de vous répondre. Parce que, ben oui, mais du coup, voilà. Alors quand vous dites V, est-ce que c'est la vérité selon Hegel ou selon Kierkegaard qui ne sont pas du tout les mêmes? Alors j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est la vérité telle que l'expérience analytique l'éprouve. Oui, Et c'est une vérité qui est plutôt du côté de l'aletheia, tel que Heidegger en ramène le terme grec. En ce qui concerne Kierkegaard, moi, j'irais plutôt voir du côté de la vérité, côté christianisme. alors ça c'est sûr, Ouais. parce qu'il fait, lui il fait beaucoup référence Oui. à Adam justement et au péché originel. C'est dans la répétition, je pense Oui. que ça se trouve ça. Mais Mais là il fait référence à la question de l'angoisse et de la vérité sur l'angoisse. Mais il fait référence à Hegel. Et c'est intéressant parce que c'est assez brusque comment il Oui. l'annonce. l'angoisse, Et du coup, comme si la vérité d'Hegel, il l'a balayée d'un coup. Tout ce oui, qu'il savait d'Hegel sur la vérité. il l'a oui, balayé mais d'un coup. Et ça m'a... dans si vous semblez quelques-uns être très intéressés par la philosophie et si, je vous assure, c'est ce qui semble. C'est la question de la vérité qui m'intéresse. Ouais, de voir comment mais- l'angoisse, elle est perçue d'un point de vue analytique. Et ni pas du tout. Mais Parce en fait, que- ouais. En fait, je pense pas qu'il il n'y a pas la vérité dans l'angoisse ou la vérité. Il y a la vérité Oui, dans les dans des discours. structures discursives. On n'a pas parlé du cinquième qui ne fait pas lien social, mais l'angoisse telle que Lacan l'aborde justement dans ce séminaire 62-63, il passe quand même ce séminaire à dire comment nous nous débrouillons pour éviter l'angoisse. Oui. Sachant que l'angoisse est quand même, elle se distingue évidemment de l'anxiété ou d'autres manifestations qui ont plus à voir avec le désir qu'avec l'angoisse. Et elle est plutôt du côté d'un excès d'objets. Un peu, ça me fait penser à Luther, pour qui l'enfer, c'est trop de Dieu. Hein. Donc il y a quelque chose du côté de l'excès d'objets qui, dans l'angoisse, qui moi m'amène du côté de ce qui est notre chance, qui pourtant a l'air d'être une très mauvaise nouvelle, mais qui est la gratuité de l'expérience humaine. En fait, nous sommes là sans raison. Ce qui est une façon d'en finir avec un projet de totalité qui nous mettrait dans une trop grande proximité de l'objet. C'est-à-dire qu'ici, cette relation devient possible. Cette relation impossible, c'est aussi l'écriture du fantasme. Hein. Et nous savons tous ici combien il est angoissant de voir nos fantasmes se réaliser. C'est-à-dire de voir cette relation consommée, possible. Hein, celle du sujet et de l'objet. Il est souhaitable que le sujet continue à se chercher dans le monde des objets sans s'y trouver. Le jour où il s'y trouve, il s'abolit. Angoisse. Hein. C'est très filmé. On chante la première fois comme ça. C'est en tout cas comme ça que ça se dit aujourd'hui, avec vous. Voilà. Voilà, donc ici j'écrivais RSI, dans le discours de l'analyste, c'est l'inverse. Hein. Il va s'inventer ce qui pourra se symboliser autour du réel. Finalement, le réel, on ne l'attrape pas, hein, on ne fait que tourner autour. Donc là, l'analyse tourne autour de ce trou en essayant de le cerner de mieux en mieux, mais il s'agit d'abord de le reconnaître et ensuite de se réconcilier, etc.
Et la dimension artistique va viser ce lieu. C'est ce qui fait que Mallarmé dira rien n'a eu lieu, rien n'aura eu lieu, qui est le temps du réel, le futur antérieur. Rien n'aura eu lieu que le lieu. Et le discours créationniste, création ex nihilo, fait de ce lieu la condition même de l'apparition de quelque chose. Voilà. L'évolutionnisme, c'est une imaginarisation commode l'évolutionnisme, c'est du religieux, en fait. Hein, c'est de la croyance qui nous permet de suturer, de vivre un monde saturé de sens. On peut en rester là. Merci Alexandre. Avec plaisir. Et pour ma part, j'ai assisté à un exercice qui démontre à quel point la position dans un discours particulier, qui est le discours de l'analyste, est intenable, parce que quoi que vous en disiez, la philosophie, c'est-à-dire la création de concepts, cette tension vers la cohérence est vraiment plus forte que tout, et nous travaille en permanence. Et Alexandre Piquion, vous avez tenu la crampe, je peux dire, de manière magistrale, je vous en remercie. C'était assez exemplaire pour moi. Je vous remercie. Je dois dire que je vous remercie. Je ne peux rien dire d'autre, sinon que je remarque à chaque fois combien ce qui se dit dépend de qui l'entend. Et ça s'est encore vérifié aujourd'hui.